Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Juste un poil de cul, rassurez-vous. Bon visionnage. Oh, bienvenue à la boucherie culte. Moi c'est Ginette, votre bouchère. Quoi l'équipe technique? Hein? C'est true luck, c'est too much, le look. Ah bah je sais, ah bah je devine. Ah, tu sais quoi? Dernièrement j'ai eu des réflexions. Si, on m'a dit que je faisais pas assez Ginette. Eh ben non, pas assez bouchère. Eh ben voilà. Et encore là, je suis pas au max. Qu'est-ce que... La Charlotte? Oui, bon, la Charlotte, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Hein. Les aléas du direct. Bon, alors oui, ah bah ça fait miaou, non? Bah c'est Halloween, je fais chaton. Bon, j'ai aussi une queue, mais je savais pas trop quoi en foutre. Non, pas d'idée non plus, hein. Oh, je disais donc, moi, c'est Ginette, votre bouchère que j'espère préférée, qui ai-je pour vous du horrifique, filmique, et pas que. Ça boutine un peu la robe, hein. Chut. Oh, ça me fait plaisir de vous voir. Bah bon Halloween à vous, bah oui, hein. Enfin bon, moi d'Halloween. Vous savez quoi, c'est ma fête que je préfère fêter. Oui, c'est ma fête préférée. Ouais, si. Mais c'est parce que c'est le mois de mon anniversaire. Si. Je suis né le 1er octobre. Si. Ah, bon anniversaire, Ginette, merci. J'ai pas très honte pour dire merci, si jamais, anniversaire, cadeau. Alors, je vous rassure, on filme pas le 1er octobre, hein. Il va arriver mon anniversaire. Mais bon, j'ai hâte. Alors, pour l'occasion, je vais vous préparer de la bidoche, un petit peu particulière. Oh là là, c'est très spécial, c'est pas piquer des hannetons. Non, je sais pas du tout. Oh, pas mauvaise. Il est venu le temps, il est venu le temps des monstres universels. Si, enfin tous. Quasi... Ah ouais, y a pas le bossu. Ah si, y a le bossu. Y a la bosse. Ouais, elle est pas la bosse. Y a la bosse. Bon, viendra. Oui, écoute, pour monsieur, non, hein? Oh, la conclusion! Alors vous savez, c'est comme à la boucherie. Quand il y en a plus, il y en a encore. Il y a toujours du rab avec Ginette. Je trouve toujours un petit coin, des petits trucs, une petite bidoche, etc. Puis de toute façon, il y a des trucs à la poubelle. Ok. Si un peu. Faut pas dire. Donc on va se faire 33 films. Si. Enfin à la base c'était 31 pour faire les 31 jours. Je reviendrai. Oui, je suis au courant, l'équipe technique. Il y a aussi 33 films dans le MCU. Le MCU. Oui, j'ai tout vu. Si aussi. Voilà. Et je confirme que dans les deux cas, il y a des daubés. Si. Alors on s'est demandé avec l'équipe technique et puis la petite voix comment faire, hein, pour faire ce mois d'Halloween. On fait un film tous les jours, hein, une espèce de calendrier de lavement spécial Halloween. Ouais, alors c'est pas génial, ah bah non, hein, tous les jours, vous tapez Ginette, et puis à tous les jours, lundi, bonjour, bienvenue à la boucherie de culte, mardi, bonjour, mercredi, jeudi, boucherie de culte. C'est peut-être un tout petit peu répétitif, hein. Donc on va faire ça en 3 parties. La première partie que vous voyez actuellement, hein. Alors là on va faire 17 films, hein, d'accord. Puis ensuite, le 16, vous aurez la deuxième partie avec les meilleurs films. Je crois que ça fait 15, vous savez, je sais plus. Et puis pour Halloween, enfin quasiment la veille ou le jour peut-être, il y aura le meilleur film d'entre tous les meilleurs films. Selon moi, bien sûr. Oui, Universal Monster, vous savez, tous les monstres en noir et blanc, la machin, si. Mais alors attention, comme on aime faire les choses un petit peu autrement, dans cette shit, l'équipe technique, comme on aime faire les choses un petit peu autrement, on va pas faire ça de manière chronologique, non, on va les faire de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le mieux. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de répéter, que c'est mon point de vue, et que chacun son point de vue? Ça me paraît évident.
Mon but, c'est clairement que vous vous fassiez votre propre point de vue, bien sûr. Mais bon, 33 films, ça fait peut-être un petit peu peur. Alors bon, bah je vous prépare un peu, je vous prépare un peu le terrain. Hein, mais c'est pas du tout pour vous commander, hein, pas du tout. Hein, si vous voulez tout voir, voyez tout. Ah, mais bon, quand même, si je peux vous épargner 2-3 daubes, hein. Je précise que j'ai vu l'intégralité de ces films en anglais. Si, enfin, souvent sous-titrés en français. Mais alors, franchement, en VF, j'en ai vu 2 ou 3, je sais plus. Un bout, hein. C'était catastrophique. Ah, c'était merdique au dernier point. Donc, laissez tomber. Ah, c'est pas du vocabulaire très élaboré. De toute façon, puis ça se trouve en sous-titré aussi, très facilement. Mais peut-être que ça existe, hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles versions avec des nouveaux trucs. Parce que moi j'ai audio capillaire, là, écoutez, pas bon. Vous voyez, il a compris. Allez, on attaque direct. De toute façon, ça fait un quart d'heure que je cause. De toute façon, direct. Ah, la petite voix, t'es là? Si elle est là, Alors, salut, ça va bien? Ah, quoi? Ah bah oui, je me doute bien qu'ils ont compris que ce serait court à chaque film. Ah bah ouais. Ah bah il y en a 33, je vais pas passer 40 minutes sur chacun non plus. Oui, ce sera un format un peu plus court que d'habitude. Ah oui, c'est vrai ça aussi. Oui, alors, ouais. On va commencer par 3 un peu hors catégorie. Ah, attends, je te mets le haut-parleur. Ah. Oui, on commence les hostilités, si on peut dire, par 3 films qui sont hors classement. Enfin, en dehors de mon classement à moi. Pour une raison très très importante. C'est des comédies pures et dures. Vraiment. Et navré, j'ai pas rigolé une seule seconde. Mais rien, qui pouique, rien, pas un poil de cul, rien. C'était la mort. J'ai souffert pendant ces films, je vous raconte pas. Oh, c'était très très dur, parce que je me suis quand même fait un petit peu violence en me disant, mais pas trop en accéléré, Ginette, on sait jamais, il y a peut-être un miracle. Et il a pas eu lieu. Moi j'ai un problème avec l'amour. Bah moi j'ai un petit souci avec, j'ai failli dire l'amour. Avec l'humour burlesque. Oui, j'ai un petit souci avec ça. Ça passe pas. Vous savez, c'est cet humour où on tombe et on se fait mal et c'est rigolo. Puis après, il y a une peau de banane. Et puis, il y a une poutre. Et bien, on rigole. Et puis, c'est un peu bête et méchant. Et puis, tout le monde court dans tous les sens. Et puis, c'est un petit peu, moi, ça passe pas. C'est slam slick, la slam click, on s'en fout. Je vois toujours l'équipe technique. Mais non, se calme. Tranquille. C'est Halloween. Je suis parfaitement consciente que si vous trouvez l'humour slamstick, là, l'humour burlesque, vous trouvez ça fun, eh ben, ces films, ça peut être vraiment sympa à regarder, hein, si ça passe. Ben, moi pas, voilà. Alors, navré, j'en parle quand même, je suis obligée d'un petit peu les critiquer, mais je peux pas vraiment juger, non. Je le répète, c'est un format un petit peu plus court. Et on va tenter un petit peu, d'éviter les spoilers, un peu. Allez la petite voix, hein, tu nous balances tout, hein, les synopsis, les réalisateurs, les acteurs aussi, et même quelques anecdotes dans le paquet, vas-y, fais péter. Bonjour ou bonsoir, bon Halloween à vous. Aujourd'hui on hache 17 films de monstres classiques d'Universal. On commence par 3 comédies, un peu hors catégorie, car Ginette les a vues en accéléré. Ouais, j'ai souffert, bref. 31e place du classement, enfin plus ou moins. Le film met en scène le célèbre duo comique Bud Abbott et Lou Costello, qui interprètent 2 employés maladroits chargés de livrer des caisses contenant les corps du comte Dracula et du monstre de Frankenstein à un musée de cire. Les choses se compliquent lorsque les créatures prennent vie et le duo se retrouve plongé dans une série de mésaventures hilarantes tout en essayant de survivre aux attaques des monstres. Ce film est un exemple parfait de la combinaison de l'humour slapstick d'Abbott et Costello avec les éléments classiques du cinéma d'horreur. Il est également notable pour la présence de plusieurs acteurs emblématiques des films d'Universal Monster, dont Bela Lugosi dans le rôle de Dracula, Lon Chaney Jr. en tant que l'homme loup, et Glenn Strange dans le rôle du monstre de Frankenstein. Le film a été un succès commercial et critique et est souvent considéré comme l'une des meilleures comédies d'horreur de son époque et demeure encore aujourd'hui bien classé parmi les films les plus drôles des États-Unis. Alors si ça c'est le top, j'imagine même pas la tronche des pires. Le film n'était pourtant pas parti sous les meilleurs auspices.
La Universal était en crise en 1945 et avait dû interrompre ou ne pas renouveler de nombreux contrats, même avec des stars du studio. Abbott et Costello, les plus grandes stars du studio à cette époque, étaient au bord de la rupture et les deux comiques avaient eu de nombreux problèmes graves de santé. La Metro-Goldwyn-Mayer avait laissé tomber l'option de retravailler avec le duo et leur show radio avait été annulé. Et pourtant, le duo va non seulement reconnaître la gloire avec leur série de films pour Universal, mais sauver le studio de la faillite. Oh, une petite anecdote en passant. Le film a été censuré dans certains pays pour sa soi-disant violence. Le studio a dû réduire la présence du loup-garou, pourtant très peu horrifiant à l'écran. Pourtant on sortait de la guerre mondiale. Je pense que niveau horreur, on avait vu bien pire. Mais c'était un autre temps. Comme le film a réussi à plus que tripler son budget, il est évident que l'on va rapidement et souvent retrouver le duo de comiques dans l'univers des monstres Universal. Oh, puis ce format m'en inspirait bien d'autres. The Monster Squad en 87. Ah tiens. Van Helsing en 2004. Et puis Hôtel Transylvania en 2012. Même si la filmographie du duo est impressionnante et qu'ils se sont souvent associés avec Universal dans des longs ou courts-métrages, il est à noter que seuls 3 films sont considérés comme faisant partie des monstres Universal classiques. La deuxième collaboration dite canon des deux comiques avec Universal Monster s'intitule Abbott and Costello Meet the Invisible Man. Denis Go contre l'homme invisible, sorti en 1951. Dans ce film, Bud Abbott et Lou Costello incarnent 2 détectives privés maladroits, Bud Alexander et Lou Francis, qui se retrouvent impliqués dans une affaire criminelle lorsqu'ils doivent prouver l'innocence d'un boxeur injustement accusé de meurtre. Leur tâche devient encore plus compliquée lorsque le boxeur ingère une formule qui le rend invisible, les plongeant dans une série de situations farfelues où l'homme invisible leur cause autant de problèmes qu'il les aide. Le film mélange habilement le style comique caractéristique du duo avec des effets spéciaux novateurs pour l'époque, rendant l'invisibilité du personnage crédible et divertissante. Denis Go contre l'homme invisible est souvent apprécié pour son humour et pour la manière dont il parodie les films de l'âge d'or des monstres Universal. Il est considéré par les spécialistes comme supérieur au film où il rencontre Frankenstein. Faut dire que les effets spéciaux sont très bien faits. Forcément, le responsable, c'est le même que la plupart des hommes invisibles. Ah oui, on peut voir le premier des hommes invisibles, Claude Rains. Bon bref, c'était l'anecdote inutile. Et pour finir, Abbott and Costello Meet the Mummy, Denis Go et la momie, sorti en 1955. Dans ce film, Abbott et Costello incarnent 2 aventuriers maladroits, Pete et Freddy, qui se retrouvent en Égypte à la recherche d'un emploi. Par un concours de circonstances, ils se retrouvent impliqués dans une quête pour trouver un ancien trésor gardé par une momie maudite nommée Clarisse. Oh, mais Clarisse! Pardon. Ça devait être Clarisse, comme dans la main de la momie. Mais bon, je vais pas critiquer parce que j'aime bien dire Clarisse. Le film mêle, comme toujours, le style comique burlesque qui a fait la renommée d'Abbott et Costello et ajoute des éléments d'aventure et de mystère propres au film de momie. Mais le succès mitigé du film montre que le public commence à se lasser des monstres Universal, ainsi que de ce type d'humour. Le film marque la fin de la collaboration du duo avec les célèbres monstres d'Universal. Bon, il faut dire que les Denis Go, ils vont en faire des films. Sinon, un sacré paquet. Et même d'autres, chez Universal, avec d'autres monstres, etc., des courts-métrages, des trucs. Mais bon, on va juger ces 3-là parce qu'ils sont considérés dans le classement, des Universal Monsters. Ne me demandez pas comment ils ont fait ce classement, je n'en sais rien. Parce que je sais pas, il y a plus de 50 films, je crois, chez Universal dans cette époque-là. Mais bon, Universal Monsters, je crois que c'est 30 films, 31 films. Comme je le disais donc, je ne peux pas supporter encadrer ces films. Désolé, c'est pas possible, c'est à cause de l'humour. C'est vraiment une partie essentielle du film.
Si tu ris pas, si t'es consterné et affligé, tu peux pas. Ah, mais je suis parfaitement conscient de nouveau, si on aime bien, bah, peut-être qu'on peut trouver ces films géniaux. Alors, le seul que j'ai trouvé un tout petit peu plus regardable, c'est le dernier. Ah, Contre la momie. Ouais, je sais pas, c'était un peu exotique, il y avait un peu de danse, il y a un poil de scénario en plus. Ah, et puis il y avait beaucoup de trucs, égyptologie, bah, bref, des trucs, des pyramides, voilà. Donc c'était un peu plus exotique, sympatoche à regarder. Un peu. J'ai dit les danses? Alors évidemment, je pourrais critiquer un moment. Ah bah oui. Ah, parce que j'ai trouvé les personnages très bêtes. Oui, je sais que c'est le but. Mais je les ai aussi trouvés lourds. Arrogants, méchants, sexistes. Et gamins. Et pas dans le bon sens du terme. Et tout ça, je l'ai pensé après 10 minutes après avoir vu le premier film. Alors, je raconte pas après le visionnage des 3, là. Après, c'est pas mal filmé. Ah, pas du tout. Ah, non. C'est pas... Il y a le budget, souvent, hein. C'est même impressionnant. C'est top. Et puis, c'est intéressant de voir Bela Lugosi reprendre son rôle de Dracula. Si, ben il l'a eu que 2 fois, hein, Bela Lugosi, hein, le Dracula. Enfin, il a fait des vampires autrement, mais Dracula, il l'a fait que 2 fois. Ben si, il l'a fait dans... Dracula 31. Et puis, oh, sérieux, le film, bien sûr. Et puis là, comique, 17 ans après. Voilà, Malheureusement, pour moi, c'est un peu maigre quand même, tout ça. Alors c'est marrant parce qu'à la fin du premier film, c'est quoi, c'est Abrutto et Culbuto, rencontre quoi, Frankenstein. Voilà. Non, mais je comprends pas pourquoi ça s'appelle contre Frankenstein. On le voit 5 minutes, Frankenstein même pas. Franchement, il est inutile, il parle pas. Ça aurait dû s'appeler, là, les 2 pois chiches rencontre Dracula. Je disais donc, à la fin du premier, il y a une créature qui est teasée, l'homme invisible. Forcément, on le voit pas. Ah, c'est logique. Allow me to introduce myself. I'm the Invisible Man. Eh ben, c'est la voix de Vincent Price qui a déjà joué le personnage. Ah, bah, ça aurait été fun, ça aurait été marrant, parce que Vincent Price, il est bon, même en voix, hein, il est très, très bon. Mais je sais pas pourquoi, non, il veut pas être là, dans les 2 autres, là, invisible. Il est pas dedans, malheureusement. Ah, c'est un autre acteur. Et puis, c'est très sérieux, en fait, tout ça. En fait, les 2 comiques, ils sont super comiques, mais tout ce qu'il y a autour, les méchants, tous les créatures, les autres personnages, ils sont super sérieux à fond les ballons. Bon, si j'ai déjà réussi à vous dégoûter, mais que vous avez quand même une petite curiosité, de me donner tort, bah tant mieux, hein, ça fait toujours des films à voir en plus, hein, c'est bien, bah vous pouvez toujours regarder des petites vidéos d'eux, il y a plein de courts-métrages sur YouTube et tout, vous regardez un peu, puis vous vous faites une idée, puis vous voyez si ça prend, quoi. Ah, bah ça m'a pris. Allez, on va hacher le classement maintenant. À la dernière place, nous avons La Revanche de la Créature. Alors, ben oui, très mauvais comme film, mais n'empêche, je l'ai trouvé regardable. Si, quand même. Mais bon, avant que je massacre, que je parle du film, que je donne mon avis, présentation. Revenge of the Creature, La Revanche de la Créature, 1955. Il s'agit de la suite du célèbre film L'étrange créature du lac Noir, sorti en 1954, et fait partie de la trilogie centrée sur le personnage du Gilman, une créature amphibie mi-homme, mi-poisson. Dans ce 2e volet, la créature est capturée dans son habitat d'origine, le lagon noir de l'Amazonie, et transportée aux États-Unis pour être exhibée dans un parc océanographique en Floride. Cependant, la créature parvient à s'échapper de sa captivité et sème la terreur dans la ville voisine, tout en développant une obsession pour une jeune scientifique. Le film combine des éléments de science-fiction, de terreur et de romance, avec une maladresse touchante. Tourné pour être vu en relief, il peut être parfaitement vu sans lunettes, tant l'effet est dispensable. Il tente d'explorer les termes de la peur de l'inconnu et des dangers de l'expérimentation scientifique, avec une naïveté typique de cette époque. Oh ben je crois que c'est le même réalisateur que le premier, Jacques Arnold, c'est ça. Il a aussi filmé le Météore de la nuit en 53, et puis un petit bout des survivants de l'infini. Alors ça va venir. Oh, j'allais oublier, Retour vers le futur 3. Au début, il y a Marty qui dit à Doc, alors c'est peut-être mieux de passer l'extrait.
Et Clint Eastwood n'a jamais mis ce genre de truc. Clint qui? Vous savez même pas encore qui c'est. Oh bah c'est marrant d'évoquer Clint Eastwood, hein, s'étonnant devant une affiche d'un de ses premiers films. La revanche de la créature a remporté un succès d'estime, mais n'ayant pas coûté beaucoup, une suite est rapidement envisagée, l'année suivante d'ailleurs. Ah bah merci. J'ai une petite question, est-ce qu'il tue le héron au début du film là? On sait pas. Bref. Oh bah c'est extrêmement dommage. Juste l'année d'avant, ça explique peut-être pourquoi, juste l'année d'avant, bah, on avait eu un étrange créature du lagon noir qui était excellent. On aurait pu penser que vu quand même la grande simplicité du film, bah c'était pas compliqué de refaire la même chose, hein, quasiment identique, un truc, toujours 2-3 trucs, ah pouf, jackpot, hein. Oui, il retourne au lagon. Mais c'est trop court, c'est trop short votre truc, je comprends pas, vous avez dû utiliser un lagon, machin, un truc, des bateaux, les trucs, vous avez dû le faire quand même, ça, pourquoi c'est pas plus long? Oh là là, c'est pour le traquer, le kidnapper, et puis le truc, pas le kidnapper, le foutre après dans un aquarium pour 2 visiteurs, dans une espèce de SeaWorld, là, comme ça, moisi. Oh là là, moi je suis désolé, hein, t'es pas King Kong, non? Oh, ma pauvre petite crevette, ça fonctionne pas. Alors oui, j'ai loupé l'apparition de Clint Eastwood. Hein, navré. J'ai peut-être pas été la bouchère la plus attentive sur ce coup. Vous voyez, j'en sais. Ah, oh non, j'ai loupé tout le film. Je me suis endormi tout le film. J'ai fait. Ah, ça fait que 10 minutes que le film a commencé. Oh. En revanche, j'ai remarqué un truc étrange. C'est combien cette bouse m'a fait penser à une autre bouse. Bien plus tard, Les Dents de la Mer 3, enfin Jaws 3D. Oh bah c'est pas possible comme les deux films se ressemblent. Ah, mais en plus ils sont les deux en 3D quand même. Bon, Les Dents de la Mer 3D a eu quelques petits soucis au niveau de la production. D'accord, de gros soucis. En tout cas avec la partie 3D, en tout cas, c'était un gros problème. Des reshots, des trucs pas possibles. Ah alors, je lui pardonne. Un peu. Alors dire que dans mon DVD, il y a un commentaire audio de l'actrice. Si. Dis donc. Déjà que dans le film, elle a le charisme d'une éponge, ça doit être intéressant de voir son commentaire sur le film. Oh, j'ai beaucoup aimé ma prestation. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'équipe des... Revoir la chose. Alors je préférais une coloscopie. C'est même pas nanar, c'est juste ennuyeux. C'est vraiment cliché. Oh bah, parfois je peux apprécier les clichés, ou au moins passer outre. Mais là c'est loupé, c'est forcé. Vous voyez, genre ils ont une image pour l'affiche, ou une image en tête, c'est-à-dire que le monstre doit kidnapper la nana. Et puis, alors, ils vont te forcer le truc, même si c'est complètement improbable. Genre, la créature se téléporte, comment il la retrouve, il la sent au fumet à 12 km, on ne sait pas. Alors, c'est très bon marché, ce film, si, puis c'est bien dommage, le SeaWorld, là, du pauvre. Il est pas très bien exploité, il y avait un truc à faire. Enfin, de nouveau, dans Jaws 3D, je réalise pas quand même dans Jaws 3D, c'est vraiment SeaWorld. C'était une bonne publicité, ça, pour si... Peut-être qu'ils ont pas vu le film, ou ils ont juste vu... On leur a juste montré la séquence avec les dauphins. Puis ils ont fait, ouais, c'est bien. Enfin, c'est marrant, cette histoire, mais ça me rappelle aussi Belphégor. Non, pas le film avec Sophie Marceau. Quoique, je pourrais le faire en boucherie, mais faudrait me donner de l'ammonie, parce que sur Patreon... parce que je le fais pas, Sophie. Je disais donc, ça me rappelle le Belphégor, l'origine, avec Juliette Gréco. Et puis, ils ont pas eu l'autorisation de filmer au Louvre, non. Et, ça nous a pas empêché de faire comme. Et puis, des années après, encore, mais genre des décennies encore, il y avait encore des touristes qui venaient au Louvre pour demander « Elle est où la statue de Belphégor ?» Mais ils sont cons au Louvre, ils auraient pas dû se la jouer huppée comme ça. Mais je te construis un truc vite fait avec la fiche du film, etc. Oh, c'est la seule égyptologie, la 32, voilà. Voilà, puis tu marques en tout petit que c'est fake, on s'en fout. Oh là là. Oh, une entrée, c'est une entrée. Oh, j'y reviens à la créature. Oh, mais elle me fait pitié, la créature, qu'on n'arrête pas d'arracher à son système naturel, à son écosystème. Et tout, puis on essaye la foutre et tout. Elle essaye toujours de s'échapper, la connasse. Et puis c'est super répétitif, c'est-à-dire, elle s'échappe, elle blesse quelqu'un, et puis on la refout avec 3 chaînes en plus, et elle se rééchappe, et rebelote, et... Bref. Je suis très déçu. Next. La malédiction de la momie.
Bon bah celui-là ça devrait aller vite. Ah bah si, ah il est très court. C'est ça, 1h02. Ah bah toutes les momies sont très très courtes. C'est déjà ça passe vite. Ah bah pourtant j'ai trouvé le temps long. Hein. Ah bah si, c'est très... de nouveau, hein, c'est que 15 minutes. Ah voyons. Allez, présentation. The Mummy's Curse, la malédiction de la momie, 1944. C'est le 5e et dernier film de la série consacré à la momie des monstres classiques d'Universal. L'intrigue se déroule 25 ans après les événements du film précédent, Le fantôme de la momie. Caris, la momie ressuscitée, est de nouveau en quête de sa bien-aimée, la princesse Ananka. Cette fois-ci, l'action se déplace dans les marécages de la Louisiane, où une équipe d'archéologues tente de drainer un marais, ignorant qu'il perturbe le repos de la momie. Caris est une fois de plus réveillée par un prêtre égyptien et se met à semer la terreur en cherchant à retrouver Ananka, qui, elle-même, ressuscite mystérieusement, sous forme humaine. Oh bah c'est dommage hein, que la momie à partir du 2, c'est toujours en bandelette qu'on la voit. Le premier est tellement classe, hein. Enfin bref, c'est pas pour tout de suite celui-là. En plus, le Lon Chaney Jr. était particulièrement alcoolisé durant tout le tournage, au point de poser des problèmes, voire de causer des accidents. Le make-up artist, enfin le responsable des effets spéciaux, c'est l'immense Jack Pierce, qui est le responsable des plus beaux maquillages des Universal Monsters. Et le seul vestige qui reste des masques qu'il a pu fabriquer, c'est celui de la momie de ce film. Non sérieux, son travail est juste incroyable, pour l'époque, et même aujourd'hui. La malédiction de la momie tente une atmosphère qui se veut sombre et lugubre, avec des scènes se déroulant principalement dans les brumeux marécages du sud des États-Unis. Le film, extrêmement court, comme les volets précédents, essaye de mélanger le suspense à l'horreur avec un soupçon de mysticisme. Il explore le thème de l'immortalité et de l'amour éternel, même si ces thèmes ont déjà été utilisés à maintes reprises dans la série La Momie. C'est le 5e film et le dernier film de la momie. Oh bah c'est triste de finir comme ça. Et que la musique qui est un petit peu potable. Le reste, alors c'est moche, c'est mal écrit, c'est moche, c'est mal joué, c'est cheap, c'est moche. J'ai dit que c'était moche, c'est très moche. On dirait un mauvais téléfilm. Ultra répétitif, on va voir, je sais pas combien, 5-6 fois exactement la même scène. Nous avons la princesse qui se réfugie chez quelqu'un, la momie, elle tue ce quelqu'un, et la princesse s'enfuit, et elle va dans une tente ou une baraque, une autre, et puis elle se réfugie chez quelqu'un, et ce quelqu'un se fait... Voilà, c'est belote et rebelote. Alors niveau divertissement et qualité du film, c'est le seul qui a eu droit à -1. Hein, tous les autres c'est 0, lui il a eu droit à -1, c'est vous dire. Mais bon, comme je m'attendais à rien... Eh ben c'est pour ça qu'il est avant-dernier, tout simplement. Allez, next. Hein. La vengeance de l'homme invisible. Présentation. The Invisible Man's Revenge. La vengeance de l'homme invisible, 1944. Il s'agit du 5e film de la série centré sur l'homme invisible, inspiré du roman de H.G. Wells. Dans ce volet, l'histoire se concentre sur Robert Griffin, un homme instable et vindicatif qui cherche à se venger de ceux qui l'ont trahi, même si le scénario s'égare un peu sur ce sujet au début du film. Griffin découvre qu'un scientifique, le docteur Drury, a développé un sérum d'invisibilité. Désespéré et avide de pouvoir, Griffin force le docteur Drury à lui administrer le sérum, devenant ainsi invisible. Utilisant son invisibilité pour terroriser et manipuler ceux qui l'ont lésé, Griffin s'enfonce de plus en plus dans la folie. On sent le projet qui a capoté, car Universal voulait que le premier homme invisible, Claude Rains, devenu une star, il reprenne du service. Mais le Claude, étant dégoûté des monstres Universal après le mauvais, fantôme de l'opéra, pas trop succès, En plus, un acteur a lâché le projet 4 jours avant le début du tournage pour désaccord avec Universal. Non, ce film il pue, Le film essaye avec peine d'explorer les thèmes de la folie, de la vengeance et des conséquences dangereuses de la science incontrôlée. On peut également se demander s'il ne s'agit pas d'un remake du premier volet, car le personnage principal s'appelle comme celui du premier, mais n'a aucun
lien avec lui et le film souffre de la comparaison avec les autres films de l'homme invisible, notamment par ses effets spéciaux de moindre qualité et trop éculés. Alors je vais aborder 2 points qui m'ont un petit peu énervé. Alors c'est le 5e film, hein, je crois, de l'homme invisible. Pourquoi le personnage principal s'appelle toujours Griffin, alors que ça n'a aucun lien avec les autres histoires? On a l'impression que c'est un remake à chaque fois. Bon, ça va encore. Mais il y a un autre point que j'ai pas très bien compris et qui s'explique réellement que dans le dernier comic, hein, le 6e je crois, là, avec les Costello machin. C'est pourquoi l'homme invisible, il devient... Alors qu'il devienne un peu cinglé, hein, qu'il y ait des effets indésirables avec le fait d'être invisible, ça passe encore. Mais pourquoi il devient machiavélique au point de vouloir tuer des gens façon dictateur? Hein? Allez, je fais dérailler un train parce que j'en ai envie, c'est marrant, je comprends pas la logique du train. Alors ça se veut soi-disant scientifique, mais je suis désolé, c'est magique. Oui, j'ai d'autres petits détails. La plupart du temps, c'est des injections, hein, qu'on lui fait à l'homme invisible. Et j'aimerais savoir pourquoi ses cheveux et ses dents, en fait, elles deviennent invisibles. C'est pas tellement logique. Enfin, il y a d'autres trucs aussi qui devraient pas être transformés, mais bon, c'est pas grave. Je comprends pas. Le seul qui a du sens, eh ben, c'est la femme invisible, hein, parce qu'elle passe dans une machine avec des rayons, donc à la limite, tout ce qui est dans les rayons devient invisible. Ça a du sens, ça. En plus, elle est pas à poil, en plus, c'est bien. Si elle est à poil, je sais plus. En plus, elle devient pas une psychopathe. Non! Elle perd un peu la tête, simplement. Bah oui, le fait d'être invisible et tout, on se sent libre, on fait n'importe quoi, on se sent invincible. Invisible, invincible, ouais, mais ça a du sens. Et dire que ça, c'est la comédie. C'est la comédie qui est le plus intelligente. Non. Bref, on en revient à la vengeance de l'homme invisible. C'est nul. Non, mais vraiment. Les effets sont nuls. Oh, c'est quand même un petit peu important pour ce genre de film. Hein? Puis l'histoire n'a absolument aucun sens. Le scénario est plus que boiteux, là. Faut l'achever. Aucune ambiance et c'est très mal joué. En plus, c'est bien dommage quand même parce que les autres, hein, hommes invisibles, ils sont tous très différents les uns des autres, ils font différents genres, comme ça, et ça fonctionne bien à chaque fois. Non. Ah, tant pis, hein. Next. Le fils de Dracula. Oh là, j'ai des choses à en dire sur celui-là. Allez, présentation. Son of Dracula, le fils de Dracula, 1943. L'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, où le mystérieux comte Alucard, qui, comme son nom l'indique lorsqu'on le lit à l'envers, est le fils du légendaire comte Dracula. Le comte, donc, arrive pour rendre visite à une riche héritière, Catherine Cadwell. Fascinée par l'occultisme et l'immortalité, Catherine tombe sous le charme du comte et l'épouse, espérant obtenir l'immortalité et devenir vampire elle-même. Cependant, ses plans deviennent de plus en plus complexes et sombres lorsqu'elle réalise les conséquences de son pacte avec Alucard. Le fils de Dracula est notable pour... Ah, bah pas facile de trouver du bon, hein? Est notable pour ses effets spéciaux, notamment grâce à une des premières représentations à l'écran d'une transformation d'un vampire en chauve-souris. Ah bah bien joué. Le film explore péniblement les thèmes de la séduction, de la trahison et de la lutte contre les forces du mal. Hélas, de nombreux soucis sont apparus avant le tournage, notamment au niveau de l'écriture. Alors oui, c'est Lon Chaney Jr., hein, qui interprète Dracula. Bon, faut juste remettre un peu dans le contexte de l'époque. C'est qu'on a des poulains qui attirent du monde en salle rien que par leur nom. Alors, on va leur faire jouer différents rôles, différents personnages. Mais le truc, c'est aussi que les gens, quand ils allaient voir le film au cinéma, ils avaient aucun autre moyen de le revoir le film. Alors dès que le film passait plus au cinéma, tant pis, alors tu l'oublies. 2-3 ans après, t'as complètement oublié le truc, donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces suites qui se ressemblent pas mal, et c'est aussi pour ça qu'ils ont essayé de tenter des acteurs à autre chose, comme ça ils se sont dit, il est pas que casé dans une franchise, on peut le foutre dans une autre. N'empêche, Lon Chaney Jr., il est une catastrophe en Dracula. Mais vraiment, une catastrophe. When I came to Dark Oaks, I was not graciously welcomed. Now the position has changed. I am master. Alors déjà, le point numéro 1, il tente un accent improbable. On a déjà parlé, le petit souci que j'ai avec les accents. Apparemment, les Américains ont pas tellement apprécié ça non plus.
Ah, puis il n'a aucun charisme. Ah non, non, non. Ah non, mesdames et messieurs, on est au niveau 0 de la séduction, là. C'est aucun effort de fait. C'est dramatique, c'est bizarre. Et je me demande même si le réalisateur, il a pas fait un petit peu exprès de diminuer un petit peu la présence, hein, voyant les rushs, voyant la catastrophe, c'est dire, on va diminuer sa présence. Moi, je dis, on aurait pu carrément le sucrer, hein, ah bah juste une chauve-souris tout le long. Ah oui, c'est trop bien. Alors le Lon Chaney Junior, en loup-garou, oh, c'est le fin du fin, mais autre chose, c'est niet. Ah bah non, n'est pas Boris Karloff et Bela Lugosi qui veut, un navré. Malheureusement, il ne va pas retenir la leçon. Enfin, si le reste était à la hauteur, à la limite. Mais non, c'est pas le cas. C'est cliché, c'est ennuyeux. Oh, puis ça cause, et que ça cause, et que ça... Pour rien dire, hein, on dirait une mauvaise pièce de théâtre. Vous savez, genre un vaudeville de kermesse. Oh bah d'ailleurs, ça sent le micro-budget. Bah, à cause de la guerre, ah bah oui, on est en 43. C'est guerre mondiale. Hein? Et puis, bah, il paraît que les gens, ils ont pas envie de voir des horreurs au cinéma. Moi, je suis pas sûre de ça. Je pense que même en temps de crise, les gens, ils ont envie d'être divertis. Mais divertis avec des trucs fun. Tout ça n'a aucun sens, hein. La fin, en particulier. Hein? Quoi? Comment? Mais par contre, il y a un petit peu de nanar dans ce film. Si, un petit peu. Bah déjà, rien qu'au niveau des perruques. Si. Alors, c'est noir, corbeau, moisi. Très mauvaise les perruques d'ailleurs. Il y a même une théorie comme quoi il aurait réutilisé cette perruque dans plusieurs films. C'était sûrement le dernier où ils l'ont utilisé, à mon avis. Eh ben, c'est noir parce que forcément, c'est la méchante. Ah ben, c'est la vilaine. Et puis évidemment, perruque blonde pour la gentille. Évidemment. Sauf le problème, c'est que t'es pas censé le savoir avant. Mais elles ont un look tellement déterminé que... c'est fou. Oh, le jeu des acteurs, les dialogues. Bah c'est drôle involontairement, hein. Un peu. Va voir le Draculo, alors très engoncé dans sa tenue, tenter un accent, je crois, british ou slave, un peu improbable, comme ça. C'est avec ses petites pantoufles, comme ça, dans sa petite maison de banlieue, la petite vie de famille tranquille. Oh là là. Oh. C'est spécial. Allez, suivant. La maison de Dracula. Enfin, on en arrive à des films qui sont juste bof. C'est-à-dire, il y a du bon et il y a du mauvais. Présentation. House of Dracula, la maison de Dracula, 1945. C'est le deuxième film du genre Monster Mash d'Universal, qui réunissent plusieurs monstres emblématiques d'Universal. L'histoire se déroule autour du docteur Franz Edelman, un scientifique bienveillant qui tente de trouver des remèdes pour deux patients inhabituels. Le comte Dracula, qui souhaite se débarrasser de sa malédiction vampirique, et Larry Talbot, l'homme-loup, qui cherche à guérir de sa lycanthropie. Tandis que le docteur Edelman essaye de soigner ses patients, il découvre également le corps du monstre de Frankenstein, qu'il décide de ramener à la vie. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque Dracula manipule le docteur pour servir ses propres intérêts, déclenchant une série d'événements terrifiants qui mettent tous les protagonistes en danger. La maison de Dracula est une suite directe de la maison de Frankenstein, sortie un an plus tôt, en 1944, et reprend les éléments qui ont fait le succès de ces films multimonstres, en réunissant Dracula, l'homme-loup et le monstre de Frankenstein dans une même intrigue. Le film est surtout apprécié pour son ambiance, ses effets spéciaux et sa manière de conclure les arcs narratifs de ces monstres iconiques d'Universal. Il explore également les thèmes de la rédemption, de la science dévoyée et de la lutte intérieure contre le mal. Bon là on est en fin de guerre et ça sent vraiment le sapin, hein, pour les monstres traditionnels. Le problème, la présence de la créature de Frankenstein, qui a vraiment la présence d'une nouille trop cuite. On a aussi le bossu. Enfin la bossue. Mais c'est juste une femme qui est bossue. Qui est pas... Et pourtant ils l'ont mis, hein, sur l'affiche, hein, The Hunchback, hein. Mais non, elle est pas exploitée, rien. En fait elle est pas si méchante que ça, elle fait rien de mal et tout, et puis... Alors le Lugosi, il aurait dû reprendre son rôle de Dracula dans ce film. Et comme je l'ai déjà dit, il va jouer que 2 fois, et puis c'est pas dans celui-là. Eh ben je dirais que c'est tant mieux. Si. Ah bah dis donc. Bon, en fait, c'est parce que le film a mis du temps à se faire, et puis il y a eu différents scénarios, voilà, bref, c'était trop long, et puis bah il était pris ailleurs. Oh, bah dis donc,
Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet de revoir John Carradine. Alors, j'y reviendrai avec lui, hein. Mais alors, John Carradine en Dracula. Je sais pas, il a un charme, il a je sais quoi qui, pour moi, bah, ça te sauve un film. Le film n'a rien coûté. Et puis ça se voit. Alors le scénario et les dialogues, mais c'est complètement aux fraises. Mais comme souvent, la musique, elle est potable. Certains décors sont bien. Ouais. Moi, je dirais que c'est très oubliable. On va dire mention potable. Allez, next. Le fantôme de Frankenstein. Alors, même si je lui ai trouvé quelques qualités, j'ai quand même pas trop aimé celui-là. Présentation. The Ghost of Frankenstein. Le fantôme de Frankenstein, 1942. 4e film de la série consacrée au monstre de Frankenstein, poursuivant l'histoire après les événements du film Le Fils de Frankenstein, sorti 3 ans plus tôt. Dans ce volet, Igor, encore interprété par Bela Lugosi, le fidèle et sinistre acolyte, parvient à sauver le monstre de Frankenstein, cette fois incarné par Lon Chaney Jr. Igor emmène le monstre chez le fils cadet de Henry Frankenstein, le docteur Ludwig Frankenstein, dans l'espoir qu'il pourra restaurer la pleine force et l'intelligence de la créature. Le docteur Ludwig, initialement réticent, est convaincu de tenter une expérience pour implanter un cerveau sain dans le corps du monstre afin de l'humaniser. Cependant, des complots se forment et les intentions d'Igor et des autres personnages créent des complications, entraînant des conséquences tragiques et inattendues. The Ghost of Frankenstein tente une fois encore de parler de la lutte entre science et éthique, ainsi que de la quête désespérée de rédemption. Il est à noter que le premier loup-garou venait d'être tourné et que de nombreux acteurs de ce film se retrouvent dans Le Fantôme de Frankenstein, dont Evelyn Ankers, dans quasi le même rôle. Je l'aime bien, elle. Boris Karloff devait reprendre son rôle et plusieurs théories ont été émises autour de son refus. L'une d'elles est qu'il était trop pris par la pièce Arsenic et vieille dentelle. Lon Chaney Jr. a vécu l'enfer sur le tournage. Il devait passer plus de 6 heures pour être maquillé et attendre un long moment que son maquillage, à base de ciment, sèche. Ouais, et le gars était un grand alcoolique notoire, on l'a déjà dit, et avait des agacements sur tournage. Bah ouais, il a arraché la protège sur sa tête, après que personne l'ait écouté se plaindre. Bah oui, ça fait mal. On s'en fout, là, on fait un film, là. Il a rien à foutre, j'arrache tout. Bah voilà. Et plusieurs jours de tournage poubelle, bah oui, il fallait refaire la prothèse. Bon, il est pas affreux, pas du tout. Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que tu as une gamine qui est enlevée par le monstre. Ensuite, elle est délivrée par le monstre. Et puis, la bonne femme, au lieu de la rendre à ses parents, elle la conserve captive dans la maison. Il y a une erreur de scénario, pourquoi elle rend pas la gamine? Elle est pas méchante, y a pas de logique. Et en plus, évidemment, ça va déclencher plein de problèmes parce qu'ils veulent récupérer sa fille, avec les villageois en colère, le coup classique. Mais pourquoi? Et qui passe? Quoi? C'est pas logique. Je vous assure que ça n'a aucun sens dans le film, Bela Lugosi est un excellent acteur. Oui. Il fait un Igor, l'assistant très bon, oui. Malheureusement, le scénario, et encore lui, il va bien. Non, il est je suis désolé, le scénario, il est vilain, là. Boris Karloff, le Frankenstein, il aurait dû reprendre le rôle. Mais il a dit non. Il a dit que non, les Frankenstein, c'est devenu systématiquement des espèces de série B. Moi, parce qu'il va quand même rejouer dans un Frankenstein, mais plus la créature. C'est ce que je me dis simplement, c'est qu'il avait pas envie de jouer avec Lugosi. Non, c'est pas qu'ils s'entendaient pas, ils ont fait plein de films ensemble. Non, c'est pas ça. C'est qu'à mon avis, de jouer la créature muette et d'avoir en face un Lugosi qui a des pages et des pages de texte, qui peut se la péter, qui blablabla, là, ça passait pas. Petite théorie personnelle, la musique, elle est pas très bonne sur celui-là. Si, c'est très rare chez Universal. Bon, par contre, il y a une super scène de mort. C'est déjà ça. Allez, suivant. La créature est parmi nous.
Alors, j'ai une petite, voire une grande affection très malsaine pour ce film. Si. Allez, présentation. The creature walks among us. La créature est parmi nous. 1956. Ce film est le troisième et dernier volet de la trilogie avec le monstre Gilman. Dans ce film, le Gilman est capturé par une équipe de scientifiques lors d'une expédition en Floride. Après une lutte violente, il est gravement blessé et subit des transformations dramatiques lors d'une opération chirurgicale qui le rendent plus humain et lui permettent de respirer à l'air libre. Les scientifiques, dirigés par le docteur William Barton, ramènent la créature en Californie pour l'étudier davantage, espérant qu'elle pourra s'adapter à la vie parmi les humains. Cependant, l'expérience tourne mal lorsque le comportement de la créature devient de plus en plus erratique et violent. La créature est parmi nous se distingue des deux films précédents en explorant davantage les conséquences éthiques des expériences scientifiques sur la nature d'une créature ainsi que les thèmes de l'humanité, de la déshumanisation et de l'altérité. De l'altéra quoi? Synonyme, différence, dissemblance. Oh, merci. Le film est moins centré sur l'horreur traditionnelle, mettant davantage l'accent sur le drame psychologique et les dilemmes moraux. Oh bah sur le papier, ça a l'air merveilleux tout ça. Oh. Il est à noter qu'il est le seul de la trilogie à n'avoir pas été tourné en 3D et qu'il est considéré comme le dernier film de monstres classique Universal. Bon, soyons clairs, c'est mauvais. Non mais c'est très mauvais. Mais c'est raté en beauté. Ah oui, c'est nanar. Alors, de la série des monstres Universal, c'est le dernier film. Si. Et il y a 25 ans qui séparent le premier Dracula de ce film. J'avoue encore que c'est un peu dommage qu'on passe très vite sur ce film. Ah bah si, parce que d'habitude, vous savez, j'ai maté le bousin, puis j'écrivais 2-3 lignes à chaque fois, hein. Et bah là, j'ai 2 pages Ah bah oui, mais non, mais malheureusement, non. Faut qu'on soit un petit peu concis. Concis? Tout est raté dans ce film. Mais il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi il s'acharne tant sur cette pauvre petite créature. Non mais foutez-lui la paix. Et vas-y que je te la traque. Et vas-y que je te la... Et vas-y que je fais des expériences scientifiques dessus. Et vas-y que je lui permets de respirer à l'air libre. Mais faisait pas déjà ça, hein, les autres films? Enfin bon bref, c'est « Oh mais je comprends pas !» Et puis ça c'est... Après tu vas la mettre dans une espèce de zoo, là, comme ça, et puis t'essayes de la faire développer, je sais pas ce qu'ils essayent de foutre avec. C'est triste. Alors je comprends, ils essayent de faire une espèce de sous-créature de Frankenstein, mais c'est raté. C'est triste, c'est nul, mais c'est... Oh bah c'est drôle sans le vouloir. Oh là là, de voir les 1/3 du film, la créature complètement enrubanée comme ça, la façon la momie, hein, que ça... Oh c'est ridicule, j'adore. Puis un truc que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi l'héroïne au tout début, hein, elle est fière de tirer sur des requins. D'un bateau en marche. Comme ça. Tu vois, elle tire des... J'en ai tué 2, je suis fière de moi. Je sais pas, hein? Si elle avait dégommé des dauphins, j'aurais trouvé ça un peu culotté, mais là, je vois pas. 1 an plus tard, eh ben, c'est la Hammer qui va prendre le relais. Si, avec son sang, ses nichons, enfin ses décolletés, surtout. Ah, bah ça va amener du frais. Non, pas les nichons, mais ça va amener quelque chose d'autre. Ça vaut la peine. Allez, suivant. La tombe de la momie. Ah bah j'ai jamais été aussi contente de prendre des notes que pour ce film, hein, parce que j'ai tout oublié. Ah c'est complètement flou, hein. Ah quoi la momie? C'est toi là dans le noir? The Mummy's Tomb. La tombe de la momie. 1942. Ce film est le 3e volet de la série La Momie. L'intrigue se déroule 30 ans après les événements du film précédent. Hein? Comment ça? Non mais alors ça voudra dire que c'est les années 70, hein?
Ah bah dis donc, elles ont une sale tronche les années 70. Dis donc. Le prêtre égyptien Mehemet Bey est envoyé aux États-Unis par son ordre pour venger la profanation du tombeau de la princesse Ananka. Il ramène avec lui Caris, la momie ressuscitée, pour tuer les survivants de l'expédition archéologique qui avait osé violer le sanctuaire sacré. Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, Caris commence à traquer et à éliminer méthodiquement les membres de la famille Banning, descendants des archéologues responsables de la découverte du tombeau d'Ananka. Ce volet marque une transition dans la série, en amenant la terreur égyptienne des déserts anciens vers les petites villes américaines, tout en continuant d'explorer les thèmes de la malédiction et du châtiment des profanateurs de tombes. Oh, j'adore cette capacité à ne rien dire de bien, mais rien non plus de mal, hein. Pourtant, ce film, il est quand même bien moisi du scarabée, hein. Allez, retour plateau. Le film débute avec 10 minutes de flashback d'un autre film. Eh ben, tant mieux, hein, comme ça, le film, il fait moins d'1 heure. C'est déjà ça de prix. Alors, j'aime particulièrement la qualité de l'écriture. Quand la cruche de service, qui voit toute sa famille mourir les uns après les autres, s'en remet avec une capacité mais impressionnante, genre 2 minutes. C'est « Oh non, mon papy et ma mamie sont décédés. Oh, c'est zut. Oh, c'est... Oh, il fait beau dehors. Oh, vous êtes beau, monsieur. Oh, c'est... Oh, oui, je vais bien. » Tout est très laid dans ce film-ci. Les décors, le scénario, le jeu des acteurs, même la momie. Bon, il y a une scène qui m'intrigue quand même, c'est qu'on voit un des acteurs tomber dans l'escalier et se prendre une torche allumée dans le dos. Je me demande si c'était prévu, ça, j'ai pas l'impression. Alors, l'histoire est censée se passer 30 ans après l'autre. Mais ça voudrait dire qu'on est en 1970. Donc, il y a toujours la guerre mondiale. D'ailleurs, c'est pas très optimiste. Dis donc, Alors, j'ai sûrement dû louper un truc, Sûrement. Alors, surtout si on regarde les momies dans l'ordre, je ne comprends pas pourquoi, dans ce film, on tue tous ces gens, en fait. J'ai pas compris. Dans les autres trucs, c'est pour défendre la tombe, machin truc, là. Mais là, a pas sens. C'est pourquoi tu gigoules, truc comme ça? Bon, à la fin, c'est pour la nana, bien sûr, mais c'est... Pourquoi? Par contre, le méchant... Two are dead, and two remain. Alors lui, c'est un des meilleurs méchants que j'ai jamais vu. Il est bon. Il est très 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 bon. Dommage que le film soit pas à la hauteur. Lui j'ai l'impression il sait dans quel film il est, lui. Au final, c'est bof, ça passe vite. Suivant. La main de la momie. Bon. Au moins, ça commence pas trop mal. Puis ça tente un petit peu d'action. Si. Allez, présentation. The Mummy's Hand, la main de la momie, 1940. Bien qu'étant le deuxième volet de la série des momies, il est plus un remake qu'une suite. L'histoire suit 2 aventuriers, Steve Banning et Babe Jensen, qui découvrent une ancienne relique égyptienne indiquant l'emplacement du tombeau de la princesse Ananka. Ils entreprennent une expédition pour trouver le trésor supposé être enterré avec la princesse. Cependant, ils ignorent qu'ils sont surveillés par un prêtre égyptien nommé Andeheb, gardien secret du tombeau, qui veille à ce que personne ne dérange la princesse. Pour protéger le tombeau, Andeheb réveille Caris, une momie maudite qui commence à éliminer ceux qui osent s'approcher du sanctuaire. La main de la momie se distingue par son mélange d'horreur et surtout d'aventure, ajoutant une dose d'action-film. Ah oui, un des personnages qui va servir pour Indiana Jones. Si, enfin il paraît. À moi qui pensais que c'était surtout Tintin qui avait servi de modèle. Le film réutilise des scènes du premier La Momie, même si elles ne sont pas censées dépeindre la même momie. Et la momie ne porte pas le même masque lors des plans éloignés que ceux rapprochés. Bah oui, pourquoi faire cher quand on peut faire cheap? En plus, ils ont réutilisé des décors d'un film précédent, L'Enfer Vert, 1940. Économie. J'adore comme le personnage féminin principal est présenté d'abord. Little girls that play with guns is liable to get hurt. I'll get hurt. Comme une forte tête, un personnage, elle tire dans la porte d'un hôtel, ne pensant pas qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle de bain. Je veux dire,
faut le faire quand même de tirer dans du porte. S'il y avait quelqu'un derrière, il cannait. Puis il y a vraiment quelqu'un derrière en plus. C'est bon, bah, bref. Mais très très vite, elle devient la femelle apeurée. Ah non, mais vraiment, c'est c'est mon genou. Mon genou. Oh, ben elle pourrait se casser 18 fois, c'est pas grave. Vu la lenteur de la momie, elle est très au ralenti ce coup-ci. Ah non, elle nous épargne même pas le fait de tomber dans les pommes. Le grand intérêt du film, c'est de voir celui-là et de voir ensuite La Momie, mais 1999. Si. Alors, c'est fou, le nombre de ressemblances. Je pense qu'à mon avis, cette momie-là, elle a servi un petit peu d'inspiration quand même, Mais ce que ça tente d'être drôle, eh ben c'est pas drôle. Quand même, gros bon point pour m'avoir énormément surprise vers la fin. La mort d'un des méchants. Alors là, j'étais sur le cul, je m'y attendais pas. Je peux pas vous montrer, mais... ça m'a scotché. Respect. Malheureusement, je crois que le film manque clairement de moyens, au vu de ses grandes ambitions. Oh là là. Allez, suivant. La fille de Dracula. Alors là, c'est un film très spécial. Je pense franchement qu'avec un meilleur budget, et puis peut-être un réalisateur un tout petit peu plus compétent, je pense qu'on aurait eu un incroyable film. Mais bon, allez, présentation. Dracula's Daughter, la fille de Dracula, 1936. Il s'agit d'une suite directe du classique Dracula, et on peut le voir comme l'un des premiers films à explorer le thème du vampirisme féminin. L'histoire commence immédiatement après la fin de Dracula, avec le corps du comte Dracula retrouvé par le professeur Von Helsing. Nommé Van Helsing dans le film précédent. Ah bah dis donc, ça commence bien. Par le professeur Von Helsing qui est arrêté pour meurtre. Pendant ce temps, la comtesse Maria Zaleska, la fille de Dracula, tente de se libérer de la malédiction du vampirisme. Espérant se débarrasser de son besoin de sang, elle vole le corps de son père et le brûle, croyant que cela mettra fin à son héritage maudit. Cependant, la soif de sang persiste et elle cherche l'aide du docteur Jeffrey Gart, un psychiatre, pour se libérer de ses pulsions vampiriques. Malgré ses efforts pour mener une vie normale, la comtesse se retrouve inexorablement attirée par les ténèbres. Dracula's Daughter est réputé pour ses thèmes de lutte intérieure et du désir interdit. Il est à noter la performance particulière mais mémorable de Gloria Holden dans le rôle de la comtesse Zaleska. Oh bah oui. En effet, Lady Jean-Strauska. I can't tell you, it's too ghastly. Le film est souvent reconnu pour son sous-texte psychologique et les sous-entendus de l'orientation sexuelle de la comtesse, ce qui en fait un film en avance sur son temps. Il reste un classique du cinéma d'horreur grâce au thème qu'il aborde et il est apprécié pour son exploration des conséquences tragiques du vampirisme. Il est à son époque le film le plus cher des studios Universal. Bien sûr, c'est une statue de cire de Bela Lugosi qu'on voit au début du film. Ah bah ouais, tu m'étonnes, le grand, l'immense Bela Lugosi, juste faire une caméo, faut pas rêver. Surtout qu'au départ, le Bela, il devait jouer dedans, le rôle principal, complet. Il y avait pas sa fille et tout. C'était pour faire une suite au livre, Mais de nouveau, des histoires de pognon. On fait que le studio est parti dans une autre direction, une direction nouvelle, et pas forcément les plus heureuses des directions. Anne Rice s'est grandement inspiré du film pour faire sa saga vampirique. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même du bon qu'on est sorti du film en fin de compte. Ah oui, encore un truc, c'est qu'il y a un remake non officiel du film, Nadia, on s'en fout, en 1994. Attention, ce film est très spécial. Le film, La fille de Dracula, est réputé pour ce qu'il aurait pu être, tant il a été remanié et a vu nombre de personnes de talent s'y intéresser. Please don't come any closer.
Alors j'ai toujours pas très bien compris les intentions de la fille à son papa. D'ailleurs, comment c'est possible que ce soit sa fille? Et puis elle veut guérir de quoi exactement? Est-ce qu'elle veut guérir du vampirisme ou du lesbianisme? Non, si, au regard du film, la question se pose, vraiment. Pour une fois, c'est le personnage masculin qui a le charisme et la présence d'une endive. Oh, bah ça change. Alors le film est nanar. Ah si, oh là là. Ah, faut la voir, la Madame Vampire, là, putain, mais elle surjoue à mort. Mort. Non. Il y a un petit côté comédie française. Attendez, je vous la refais. Comédie française. Il y a tout de même des scènes cultes. Ah, dont une qui est vraiment, mais incroyable. C'est super bien filmé. J'aime bien les tenues et la présence de Draculette. Alors on en parle du sous-texte lesbien. Parce que c'est pas discret, hein. Franchement, je suis vraiment étonné que c'est passé le code Hays. Bon, bah, c'était à ses débuts, hein. Bon, la petite voix, tu nous ferais juste un tout petit résumé de ce que c'est, le code Hays? Le code Hays, officiellement connu sous le nom de Motion Picture Production Code, était un ensemble de directives de censure adoptées par l'industrie cinématographique américaine en 1930. Il a été strictement appliqué à partir de 1934 jusqu'à la fin des années 60. Le code Hays vient du nom de Will H. Hays, président de la Motion Picture Producers and Distributor of America, MPPDA. Le code interdisait explicitement la représentation de nombreux sujets, tels que la nudité, la sexualité explicite, la vulgarité, la violence excessive et tout ce qui pouvait être perçu comme une offensive aux valeurs morales et religieuses de l'époque. Par exemple, les films ne pouvaient pas glorifier le crime, ridiculiser la religion ou montrer les autorités sous un jour négatif. Les personnages immoraux devaient également être punis par la justice d'une manière ou d'une autre avant la fin du film. Le code Hays a eu un impact majeur sur la production cinématographique de l'époque, influençant les scénarios, les dialogues et les thèmes abordés par les réalisateurs. Bien qu'il ait été critiqué pour sa censure stricte, le code Hays a également conduit à une période de créativité dont le sous-entendu est l'allusion. Le code Hays a finalement perdu de son influence dans les années 60, remplacé par le système de classification des films que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Bon bah voilà quoi, c'est un film vraiment, il est tellement mauvais qu'il en devient bon. Et je pense que ça le sauve du naufrage. Alors c'est typiquement le genre de film à PD. À part les devants. Vous savez, on remet les trucs, et puis à la fin du film, vous pouvez discuter, dire, qu'est-ce que j'aurais changé pour que ce soit mieux? Bah tu sais, moi franchement, je trouve que la deuxième victime, ça aurait dû être l'héroïne, et puis l'héroïne, on la sucre, parce que franchement, elle était tellement bien, elle est tellement plus de présence, tu vois, et ça va, suivant, hein. Ouais, et puis, la gentille, c'est vrai qu'elle est terrible, puis bon, elle est un peu au diapason avec le... Le fantôme de l'opéra. Ah bah il est un peu spécial ce film lui aussi. Ah bah si, alors déjà c'est le seul film en couleur d'Universal Monster, dans le lot. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah si, c'est le seul film qui n'a eu qu'un seul film. Enfin c'est le seul monstre qui a eu un seul film. Allez, présentation. Phantom of the Opera, le fantôme de l'opéra, 1943. Ce film est une adaptation du célèbre roman de Gaston Leroux. Il est le premier film en Technicolor autour de l'histoire du fantôme de l'opéra et également le premier et un des rares films en couleur des monstres classiques, Universal. L'intrigue suit l'histoire de Claudin, un violoniste de l'Opéra de Paris, joué par Claude Rains. Il est renvoyé de l'orchestre en raison de problèmes de santé. Claudin tente de soutenir secrètement une jeune soprano, Christine Dubois, en vendant une composition musicale qu'il a écrite. Cependant, lorsqu'il découvre que son travail a été volé, Claudin, pris de rage, tue l'éditeur de musique et, dans le processus, est défiguré par de l'acide. Fuyant la justice, il se réfugie dans les catacombes, sous l'opéra, où il devient le terrifiant fantôme, hantant le théâtre et utilisant des moyens sinistres pour faire de Christine la star de la scène. Le fantôme de l'opéra tente de combiner le drame, la romance et l'horreur. Il est l'une des plus grandes productions de l'âge d'or d'Universal. Alors grande veut pas dire bonne. Comprends qui pourra.
Eddie Nelson était non seulement un acteur et un chanteur d'opéra, mais également un sculpteur. Et c'est lui qui a réalisé le buste de Christine que l'on aperçoit dans le film. La censure, elle va frapper parce qu'il y avait trop de nombreux petits décolletés. Oh, de l'actrice principale. Oh, pourtant, c'est vraiment rien de sexy. Mais rien du tout. Hein. The Climax, 1944, aurait pu être la suite du Fantôme de l'Opéra, mais Claude Rains était trop occupé sur d'autres projets. The Climax, en dehors de sa thématique et de son actrice principale, n'a plus tellement de lien avec le fantôme. Bon, il y a Boris Karloff par contre, hein, puis il aurait dû être le premier fantôme à la base. La boucle est bouclée, enfin si on veut. Ce film est le seul film d'horreur de chez Universal de l'époque à avoir remporté 2 Oscars pour sa cinématographie et sa direction artistique. Mais il n'a pas été un succès public. Alors oui, vous voyez, j'ai acheté ce coffret, la Blu-ray que vous voyez ici. C'est 6 €. Je l'ai acheté uniquement pour ce film, parce que il était présent dedans, et puis je vais pas l'acheter séparément, ça coûtait fortune ces trucs. Donc voilà, et puis j'ai bien fait, hein, parce que n'empêche que dans le coffret, là, la Blu-ray, il y a tout, il y a les sous-titres en français, il y a même en français, il y a des bonus, il y a des machins. Non, j'ai bien fait, hein, 6 €. Le film est bien trop long. Ah, c'est pas de coutume, hein, mais là, il est vraiment trop long, et ça prend beaucoup trop de liberté par rapport au bouquin. Oui, je l'ai lu, le livre, il y a longtemps, mais je l'ai lu. Alors on sent que le scénario, il a beaucoup bougé avec le temps. Ah, voilà, il y a plus de soins dans ces trucs. D'ailleurs, je ne comprends pas un truc. C'est pourquoi, c'est suggéré, enfin, on devine que le fantôme, c'est le père de Christine. Mais au final, c'est complètement laissé tomber, cette idée. C'est bâclé en une phrase en disant, oh, tu sais qui c'était, personne. Hein? Mais ça aurait été tellement bien que ce soit son père. Ça paraissait logique, bien amené, mais non, ils ont su créer cette idée, je sais pas pourquoi. Non mais vraiment, après, on comprend pas pourquoi le fantôme, il courtise, il est obsédé par cette Christine. On comprend pas. Il lui paye des cours de chant, mais il dit jamais qui c'est. Il se ruine pour ça et on sait pas pourquoi. Tu fais pas ça à distance, écris au moins une lettre d'amour, un truc comme ça. Je comprends pas pourquoi il dit en silence, discret, de loin, je comprends pas. Je ne comprends, si ça avait été son père, là, ça avait du sens. Hein, dans l'ombre, comme ça dit. Mais non. Alors en dehors du fantôme, hein, elle a pas un, mais 2 courtisans. Ah, la Christine, donc elle en a 3 au final presque. Ouais. Et ça craint. Oui, parce que ça prend beaucoup trop de place. Et puis c'est censé être drôle, on sait pas, c'est nul. Par contre, j'ai bien aimé la fin. Il y a une scène que j'ai vraiment adorée, hein, c'est justement où on demande à Christine de choisir entre ces 2 soupirants. Ah, ça c'est jouissif. Hein. La Christine, en revanche, elle est un peu plate. Dommage. Oui, il y a un grand acteur dans les bottes du fantôme. Claude Rains, bon, je sais pas comment on dit, il est très très bon, mais malheureusement on le voit pas assez. Il y a des numéros musicaux en français. Très longs, en intégrale. C'est mauvais. Très très mauvais. Les décors sont bons, il y a certains effets, et c'est certains plans qui sont vraiment, mais très très beaux, magiques presque. C'est vraiment un très très beau film. Mais un peu creux. Refaire l'origin story du fantôme, ça c'était pas une très bonne idée. C'est marrant que des tonnes d'années plus tard, on n'arrête pas de nous refaire ça, l'origin story. On peut pas juste dire le type il est méchant pour être méchant, non, faut expliquer d'où il vient, du pourquoi il est méchant, oh mais il était gentil, puis pourquoi il est venu... Non, il y a des salopios, ils sont salopios dès le départ. Je sais pas, j'aime bien moi le méchant, on sait pas pourquoi, hein, ou alors il dit un tout petit peu à la fin pourquoi il est méchant, mais j'aime bien cette idée-là. C'est dommage, un petit peu, origin story, oh là là, gardez un peu de mystère, puis mystère ça fait un peu peur aussi. J'adore vraiment l'histoire du fantôme de l'opéra, si. Et j'ai vu tous les films, et j'attends vraiment d'en trouver un très bon. Qu'est-ce qu'il dit, Phantom in Paradise. Bon, alors peut-être le tout premier, là, le muet. Alors, le seul problème, c'est que je fais quand même une petite allergie au muet. Oui, j'ai mes limites quand même. C'est un peu de peine. Mais c'est un bon film. Allez. Suivant. Non, je l'ai refait 4 fois, là, tout c'est bon, là. Ça sera celle-là, la bonne. Suivant. Les survivants de l'infini. Enfin, en anglais, The Island Earth. Les survivants de l'infini. Bon, c'est un film que j'ai ajouté en remplacement justement d'un des films Abbott et Costello contre... on s'en fout. Alors vous pouvez crier hors sujet. Présentation. This island
Earth, les survivants de l'infini, 1955. Il est considéré comme l'un des classiques du genre, notamment pour ses effets spéciaux innovants et son intrigue qui mêle aventure, mystère et exploration de thèmes scientifiques et extraterrestres. L'histoire suit le Dr Cal Mitcham, un scientifique brillant qui reçoit mystérieusement des composants avancés pour construire un dispositif appelé l'interociteur. Une fois l'appareil assemblé, Cal est contacté par un extraterrestre nommé Exeter, qui l'invite à rejoindre un groupe de scientifiques travaillant sur des projets secrets. Cal accepte. Accompagné de la docteure Ruth Adams, ils découvrent que leur travail est lié à une race extraterrestre de la planète Metaluna, qui est engagée dans une guerre désespérée contre une autre civilisation. The Silent Earth possède des visuels impressionnants. Il est l'un des pionniers de l'utilisation du Technicolor en science-fiction et va beaucoup influencer les films du genre qui vont suivre. Il reste une œuvre emblématique de l'âge d'or de la science-fiction au cinéma, reflétant à la fois les espoirs et les peurs de l'ère atomique. Le film critique 2 réalisateurs, car les studios n'ont pas trouvé assez spectaculaire la partie sur la planète Metaluna, filmée par Joseph M. Newman. Il a donc été demandé à un autre réalisateur, Jack Arnold, de refilmer cette partie. L'affiche du film est particulièrement intéressante. On y voit le monstre tel qu'il aurait dû apparaître dans le film, mais la production n'a pas eu le temps de construire un costume en entier pour la créature. La créature est jugée ratée par des membres de la production qui pensent que son aspect insectoïde ruine le film. Pourtant, il va avoir une énorme influence sur le design de bien des créatures de la science-fiction qui vont suivre, et Giger va s'en inspirer pour créer le xénomorphe d'Alien. Ah bah de la couleur, encore une fois. Il y en aura que 2, hein. C'est le dernier celui-là. C'est bien dommage, hein. Puis dire qu'il y a la plupart de ces films, enfin nombreux sont les films à être filmés en couleur. Mais bon, le problème c'est que je crois que ça passait pas dans les cinémas, ils étaient pas équipés, enfin les drive-in, etc. Donc hop, en noir et blanc. Nani? Shame! Shame! Bon là, ça sent vraiment les années 50. Ouh là 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 là. Avec cette peur du nucléaire, hein. Puis cette vision très discutable de la femme. Oui, oh bah je sais que je peux être un peu chiante avec ça. Mais là c'est assez drôle. On nous présente donc une femme scientifique, très jolie, très corsetée, très bien habillée. Ah, mais bon, admettons. Elle est donc présentée au début comme intelligente et très compétente dans son domaine. Et on se dit tout d'un coup, oh bah ça change un petit peu, c'est sympa, c'est tataratata. La phrase d'après, quand j'ai pensé ça, j'ai dit, oh, c'est intéressant, ça change un peu. Ah, la phrase d'après, non, on doit la remettre à sa place. On la présente en disant, oui, elle est intelligente, elle est bonne, mais elle est pas aussi bonne que vous, monsieur le héros. Oh bah non, elle est moins bien. Et elle, cette espèce de cruche, elle acquiesce. Et très vite, elle va devenir complètement inutile. Non mais, pas juste ridicule, inutile. C'est-à-dire que vous l'enlevez du film, vous avez exactement le même film. C'est-à-dire qu'une scène, hein, vous dites « Oh, mais elle est utile au moins au dialogue, elle fait avancer l'histoire ». Les rares dialogues importants, elle est toujours en présence d'un autre scientifique. C'est limite, ça pourrait être un fantôme, que ça changerait pas grand-chose au film. Vraiment, elle est juste là pour se faire kidnapper par une créature 3 minutes à la fin du film. Et encore, elle est même pas utile parce qu'elle était juste présente dans le tube le plus proche de la créature qui arrive. Comprenez-moi bien, je ne pars pas en croisade féministe, pas du tout. Pourquoi je regarderais ces films sinon? Non, mais c'est simplement, je ne comprends pas pourquoi ils assument pas un petit peu le truc à fond. C'est-à-dire, vous voulez une fille sexy? Vous voulez qu'elle soit jolie? Bon, bah d'ailleurs, déjà vous êtes un petit peu obligé d'avoir une femme dedans, parce que des fois, quand tu fais que des films avec des hommes, ça marche pas trop bien, surtout au niveau science-fiction. Donc, à l'époque, en tout cas, mais maintenant, c'est pas top aujourd'hui. Hein, il faut quand même une présence féminine pour amener les femmes en salle. Ah, je comprends tout à fait. Mais alors, rends-la sexy au moins, je sais pas, trouve une excuse bidon. Oh bah dis donc, elle s'est tapée la crue, c'est la fille d'un des scientifiques. Oh puis elle est modèle, et puis bon bah elle essaye des petites tenues, et puis elle minaude au bord de la piscine, tu sais, comme ça, façon Marilyn Monroe. Je sais pas, tu vas juste... Ou alors, effectivement, elle est juste être là pour être la femelle de service, faire un peu beau de fleurs, mais alors tu la mets en second plan, tu la mets derrière, puis tu laisses les hommes gérer le truc. Je comprends pas. Je veux dire, il faut choisir. Sexy
un peu inutile et qui crie dans tous les sens, mais bon, au moins, on comprend pourquoi elle est là, parce qu'elle est jolie à regarder. Ou alors, eh ben, pot de fleurs, mais alors pot de fleurs secondaire. Bon, bref, non, je trouve ça vraiment dommage. Bah oui, parce que les femmes qui vont voir le film, eh ben, elles vont la trouver très énervante. Elle fait rien, elle est inutile, elle sert à rien du tout. Et les hommes, eh ben, ils vont même pas vraiment la regarder, parce que bon, elle fait rien, quoi. Elle est jolie, elle est corsetée, mais c'est tout. C'est un film extrêmement bancal et très cliché. Bon, c'est un peu difficile de remettre dans le contexte de l'époque, de voir tous les autres films de science-fiction qui étaient déjà sortis, mais au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même très cliché. Ah, à l'époque, je crois un peu... Ouf. J'ai déjà vu des films d'avant qui étaient un peu plus... Bon, bref. Ah, et puis ça manque de budget. Ah, clairement. La partie sur la planète, elle est beaucoup trop courte, c'est dommage. Puis ça sent un peu la maquette à 2 balles. Ah, c'est... Bon, il paraît que c'est des reshoots parce qu'ils étaient pas satisfaits des... Je sais pas. C'est dommage. C'est beau, mais c'est trop court. En plus, il se passe plein de choses, quoi. Il y a plein d'événements, des trucs, dans un vaisseau spatial, machin, puis après il y a des astéroïdes, et puis on débarque sur la planète. Mais ça va trop vite, c'est trop rushé, quoi. Fallait diluer un peu, quoi. Je sais pas, 20 minutes, 30 minutes de plus. Bon, bah, ça aurait coûté plus, mais, je sais pas, ou alors supprimer un des éléments. Faut dire ce qui est. La partie de science-fiction, elle est vraiment sympa. Si on voit que des extraits, bah, ça peut être vraiment cool, en fait. Ah, juste des petits extraits comme ça. Ah, mais c'est un petit peu ça le problème des films de cette époque, hein. Le rythme, les transitions, hein, c'est pas toujours top, hein, puis je parle même pas de la fin. On sent vraiment qu'ils ont voulu nous foutre des méchants extraterrestres juste comme ça, hein, juste 3 minutes, hein, juste pour en foutre, quoi. Voilà. Un peu comme le personnage féminin, d'ailleurs, hein, c'est juste pour checker la case, on en a mis une, hein, Mais bon, au moins eux, eh ben, ils sont bien faits, hein, ils sont un peu effrayants, quand même. Ça m'a fait plaisir de les voir. Elle, non. Mais ça se regarde, si. Alors, bon, moi je suis une très très grande fan de science-fiction. J'ai la dent molle, Ouais, je suis tendre pour ce genre de film. Alors moi j'ai passé un bon moment, si, mais je dois quand même être un petit peu objective, hein, et puis assister quand même pour ce qui va vraiment pas. Mais j'ai bien aimé. Allez, suivant. Le monstre de Londres. Alors encore un petit instant confession. En fait, j'ai vraiment bien aimé ce film. Si. Mais juste le problème, c'est que, bah oui, pour mettre en place hein, ces émissions, j'ai dû mettre un système de notes et de connotes et de trucs et de points. Vous voyez le truc? Et puis, bah malheureusement, ce film, hein, bah il s'est retrouvé dans le paquet des bofs. J'étais très surprise, oh bah non, j'ai vraiment bien aimé ce film. Mais bon, malheureusement, je peux pas non plus tricher, hein, bah non. Bon, bah, allez, présentation. Werewolf of London. Le monstre de Londres, 1935. C'est le premier long métrage hollywoodien à présenter un loup-garou comme personnage principal, précédant même le célèbre film Le Loup-garou en 1941. L'histoire suit le docteur Wilfred Glendon, un botaniste britannique qui se rend au Tibet pour rechercher une plante rare, la Marifaza lupina. Lors de son expédition, il est attaqué et mordu par une étrange créature qui se révèle être un loup-garou. De retour à Londres, Glendon commence à subir des transformations nocturnes en loup-garou. Tandis qu'il cherche désespérément un remède pour sa malédiction, il découvre que la fleur rare qu'il a rapportée est la seule chose capable de l'empêcher de se transformer. Le film explore les thèmes du double, de la lutte intérieure entre l'homme civilisé et la bête sauvage, et des conséquences tragiques de la malédiction du loup-garou. Bien que moins connu que The Wolfman, le film est considéré comme un précurseur important du genre, établissant les bases pour la représentation cinématographique ultérieure des loups-garous. Ah bah oui, avant lui on devenait loup-garou en pratiquant de la sorcellerie, des witchcraft, la machin, et c'est ce film qui va changer la donne. Ah bah ouais, une morsure de loup-garou, à présent suffit. On devait normalement voir un gamin se faire bouffer se faire bouffer par une plante carnivore. Mais là ça n'a pas été gardé. Oh, on aurait pu avoir un ancêtre de la petite boutique des horreurs sinon. Le film et le design de la créature va inspirer nombre d'autres films de loups-garous, comme An American Werewolf in London en 1981 et Wolf en 1994. Hélas, le film ne va pas rencontrer le succès espéré par Universal, qui retentera l'expérience avec The Wolfman, cette fois couronné de succès. La garde-robe, elle est moche. Oui, ah bah je sais, mais n'empêche que, si, c'est important pour moi. Le scénario, il est un petit peu bancal, quand même. Enfin, il prend l'eau, un petit peu, tout petit peu. Et puis, il y a des trous dans l'histoire, enfin, des plot holes, je trouve.
Genre, il se métamorphose à la pleine lune. Mais il y a la pleine lune 5 jours de suite? C'est pas clair dans le film. C'est truc. Je veux dire, je comprends pas bien les règles de l'univers. Alors, je vous rassure, en général, quand je fais ce genre de choses, c'est que j'apprécie le film. C'est le traitement que je fais subir au film que j'aime bien. Sinon, je m'endors et puis je m'en fous. Là, il y avait du potentiel comme ça. Je suis une femme très logique. Et c'est. Le méchant, il laisse un peu à désirer. Par contre, les deux femmes aubergistes, elles sont top. Elles sont vraiment drôles. Il y a certains personnages qui sont très bons. We seen something better left unsaid to the police. They might say we'd been drinking. Well, maybe we have. Huh? By any chance, did you find a bottle? J'adore que les femmes, alors systématiquement, elles sont paralysées par la peur, elles hurlent et elles tombent dans les pommes. Ouais, mais de nouveau, ça a du sens dans l'univers, alors ça passe. C'est une question d'organicité. Enfin, c'est une question que ce soit organique dans le film. Je suis surprise à quel point il y a certains trucs qui devraient pas passer, qui passent quand même, parce que ça fonctionne généralement. Vous savez, il y a une volonté de bien faire dans le film. Si ça se sent, je pardonne presque tout. Bon, peut-être pas le racisme non plus, mais sinon j'ai qu'il y a un petit peu de sexy comme ça, je pardonne, ça passe. Enfin, disons, j'en fais pas toute une histoire. C'est de nouveau, c'est la volonté de bien faire. Bon, le Boris Karloff, il aurait dû jouer le rôle principal. Oh, je dis non. Enfin non, c'est pas qu'il aurait été mauvais, il est bon dans tout ce qu'il fait. Non, mais je trouve que l'acteur qui incarne le rôle, il est très bon. Je le trouve très très bien. En revanche, Bela Lugosi dans le rôle du méchant, alors ça aurait été quelque chose. Ça, j'avoue que j'aurais aimé voir, parce que ça aurait vraiment porté le film ailleurs. Je trouve pas que l'acteur qui est très bon. Bon, on va pas refaire l'histoire, Vous saviez que Boris Karloff et Bela Lugosi, enfin les stars de chez Universal, Dracula et puis Frankenstein, et la momie d'ailleurs aussi, Karloff. Vous saviez qu'ils avaient joué 8 fois ensemble? Si, voilà. Mais une seule fois dans les Universal Monsters. Je crois que c'est dans Le Fils de Frankenstein. À noter qu'il y a une plante que j'aime bien, et que les transformations sont très bien. C'est un film sympatoche, ici. Moi j'ai beaucoup aimé. Et bien autrement. Allez, suivant et dernier. L'agent invisible, enfin devenu l'agent invisible contre la Gestapo pour la sortie DVD. Allez, présentation. Invisible Agent, l'agent invisible, 1942. Il s'agit d'un des films de la série des Invisible Man, mais cette fois avec un virage vers le genre du film d'espionnage en pleine Seconde Guerre mondiale. L'histoire suit Frank Raymond, le petit-fils de l'homme devenu invisible dans le film original. Frank vit sous une fausse identité pour échapper à ceux qui cherchent à mettre la main sur la formule secrète d'invisibilité de son grand-père. Cependant, lorsque des agents nazis découvrent sa véritable identité et tentent de voler la formule, Frank décide de l'utiliser pour aider les Alliés. Il se porte volontaire pour une mission secrète derrière les lignes ennemies, devenant un agent invisible pour espionner et saboter les plans des nazis. Avec l'aide de Maria Sorenson, une espionne travaillant pour les Alliés, Frank infiltre les hauts commandements ennemis. Le film combine les éléments traditionnels de la science-fiction avec l'intrigue d'espionnage, offrant une aventure qui reflète l'atmosphère de la période de guerre. Invisible Agent met en place un mélange unique de science-fiction et d'espionnage, un genre peu commun à l'époque. Le film est souvent vu comme une fusion divertissante entre le mythe de l'homme invisible et la propagande de guerre. Ilona Macy, à par le Sud, publiquement regretté d'avoir fait ce film et d'y n'avoir que peu de souvenirs de celui-ci. Pourtant, qu'est-ce qu'elle est bien dans ce film? C'est con. Ouais, bon, c'est vrai que madame avait des grandes ambitions de grand cinéma. Bon, là, on va être clair, c'est un bon film, voire un très bon film. Pour vous dire, j'aime pas trop les films d'espionnage. Ce film, j'ai aimé. C'est vous dire à quel point il est bien. Et ça change. Je trouve que le fait de mélanger l'espionnage et les trucs. Puis c'est bien un peu de réalité aussi, avec des nazis et tout. Ça nous change un petit peu des vampires, des sorciers. Maintenant, j'y pense. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent des sorcières, en fait, chez Universal. Et il n'y a pas de fantômes non plus. Marrant. La seule raison pour laquelle ce film est dans ce paquet des films pas très bons, c'est juste que c'est fait par monstre, en fait. C'est un bon film, très bon, même meilleur que ceux que je vais évoquer dans la deuxième partie, mais c'est juste que ça fait pas Universal Monster.
Je le sens pas le monster. Ou alors à la limite on dit que les nazis c'est les monsters. Je sais pas, ça... Y a pas une volonté de faire peur. Bah sinon par contre ce film coche plein de cases. Mais des positives. Ah vraiment, scénario, le fait que ce soit violent, hein, et puis c'est réaliste. Enfin réaliste pour l'époque, hein. La fin, elle est vraiment spectaculaire, elle est bien longue et tout, avec des explosions, des trucs, elle est topissime, vraiment. Et le personnage féminin, oh là 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 là, un des meilleurs personnages féminins des Universal Monsters, voire le meilleur, je sais pas, vraiment, oh, puis elle a des superbes tenues, vous voyez, hein, si, ça compte pour moi. Enfin, un personnage féminin qui est, oui, joli, hein, mais qui a des capacités et qui est utile à l'intrigue. En plus, il y a tout qui est logique. Bah oui, l'invisibilité, ça rend un peu cinglé, fou, enfin parano, hein. Puis alors on se demande, justement, le héros se demande si elle fait pas agent double. Ah, ouais, parce qu'elle travaille pour, les nazis, et puis elle donne des informations aux Anglais ou aux Américains, je sais pas. Et il se demande si c'est pas non plus, bah sinon, en fait, elle a pas retourné les avettes. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas agent triple, parce qu'agent triple, c'est qu'elle bosserait pour 3 organisations différentes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça, j'aime bien. Même le côté un petit peu abruti et irresponsable du héros a du sens. Bah oui, c'est pas un espion, lui. Il s'avère juste qu'il est invisible et qu'il est engagé en tant qu'espion parce que c'est des acteurs invisibles. Ça a du sens, vous voyez, j'aime bien ça. Le scénario est vraiment bon. Ah bah si. Excellent. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi en Allemagne, il y a tout le monde qui parle anglais. Et tout le monde, les soldats, les trucs, tout le monde. C'est un petit peu... Ouais, oh bah je sais, hein. Ça a été filmé en pleine guerre. Ah. Non, la vraie guerre mondiale. Donc c'est un petit peu normal trouver des gens allemands qui parlent allemand. Ça aurait été compliqué. Je trouve même que le côté propagande est pas si énorme. Ah, il est là, attention, hein, mais il est pas énorme, il est pas trop souligné et insupportable. Ah non, ça va, je trouve. Et puis, oui, les nazis sont pas ridiculisés, ils sont pas ridicules. Ah, c'est pas des caricatures. Non, mais ils sont quand même bien méchants et machiavéliques. Ah, et surtout intelligents. Ça, j'aime bien. Oh bah ça fait très James Bond tout ça. Ah bah si. Ah bah il coche tout, la nana, les explosions, les machins, le truc, la comédie, il y a tout. Il y a vraiment tous les éléments. Hein. Oh bah c'est clairement le meilleur film là jusqu'à maintenant, hein, clairement. De nouveau, il aurait été mis un peu plus en avant. Ah si, le côté monstre, le côté vouloir faire peur a été un petit peu plus visible. Qui dit homme invisible dit effet. Et malheureusement, ce film a un petit souci, hein, que nombre d'autres films ont d'ailleurs aussi dans cette série-là, c'est la HD, enfin les images restaurées. Hein. On voit les effets, on voit les ficelles, ah si, on voit les trucs qui vont pas, on voit les trucs... Ah bah oui, mais... Ah, par contre, vous pouvez toujours les voir, ces films, en version non restaurée. Et la plupart, même gratuits sur Internet, vous les trouvez en non restauré, hein. Ou alors regardez les bandes annonces pour vous donner une idée à quel point on voyait rien à l'époque. Donc, faut être un peu indulgent et indulgente avec ces films. Ouais, faut être gentil un petit peu, je trouve. Ah, et puis bon, bah oui, bon. C'est vrai qu'il y a des puristes, hein, quand même, hein, qui veulent les voir que dans leur version d'origine, avec le son crépitant, etc. Il y a des puristes. Je respecte, hein. Moi, j'aime bien quand même les restaurer, quand même. C'est un peu moins branlant, quand même. Conclusion. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Bon, alors je suis désolé, j'ai été un petit peu négative, hein, mais je vous rassure, dans la seconde partie, je serai tout en temps négative. C'est la coutume, merci l'équipe technique, et merci la petite voix. Elle a vu un des films dans la liste, l'équipe technique? Oh non! Oh, bah c'est dommage. Ah, et puis, est-ce qu'il y en a un que je t'ai donné envie de voir? Ah, petit? Quoi, le Werewolf de London? Ah, bah oui. Ah, attention, hein, c'est pas un American Werewolf in London, hein, rien à voir. D'accord. Allez. Oh, mais c'est bien. Moi, je dis, bon choix. Et la petite voix. Et la petite voix, bon, elle a dû tout voir, elle, par contre, mais elle a aimé? C'est quoi ton préféré? This Island Earth Werewolf of London, Invisible Agent. Oh, bah oui, enfin, les 3 meilleurs du pire, en somme. Oh, bah, tu sais quoi? Eh ben, ça me fait plaisir qu'on soit d'accord. Si, ça m'enchante, ça me ravisse, ça me... Écoutez, Dracula Daughter. Ah, celui-là? Oui, bah non, mais je comprends. Ouais, oh bah oui, c'était sympa. Ouais. Allez. Oh, ben, je vous laisse. Oh, on se suce bientôt.
Non, pas un commentaire, merci. Bon, rendez-vous le 16 pour la deuxième partie. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'un des films mentionnés aurait mérité une meilleure place dans ce classement. Abonnez-vous s'il vous plaît, oui, c'est affreusement important. Il en va de l'avenir de la chaîne. Oh, bah tu exagères un peu. Oh, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Vous pouvez offrir un café ou un DVD ou même choisir le film abordé lors d'une prochaine émission. Le lien est en description. Soutenir Ginette avec Patreon est très important. Ah bah non, là t'exagères pas, c'est bien vrai. Rendez-vous dans la seconde partie. Ah, elle a tout dit. Ah, alors à bientôt, hein, les sorcières du dimanche, les vampirettes et autres créatures toutes bleues ou vertes, comme vous voulez. À bientôt. Ah, ben alors, hein, elle est vraiment si ridicule que ça, ma tenue? Ah, tu dis rien? Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Bon. La prochaine fois, ah bah je sais pas moi. Ah non, hein. Ni Elvira, ni Morticia, ni Vampirella. Ah bah désolé, hein, j'ai pas le matos, hein, clairement pas. Ah, des faux seins là, les gros trucs, les gros melons, les trucs en plastique là, en latex là. Oh, non. Tu sais, je suis célibataire, abstinente. Alors autant qu'il y ait des avantages, évitez. Non, je me suis comprise.